Pour fabriquer des médicaments, on utilise la chimie de synthèse. Elle permet de créer les molécules qui serviront de principe actif. Mais certaines molécules, les protéines, sont trop complexes pour être synthétisées. Les scientifiques ont alors recours à des organismes vivants qu'ils transforment génétiquement pour fabriquer ces molécules thérapeutiques. C'est le cas de l'insuline. Aujourd'hui, ces biotechnologies, on le vend en poupe. Dans les années 1980, on a réussi à décoder le code génétique. On s'est aussi rendu compte que le code génétique des plantes et le code génétique des hommes ou des animaux était le même. Et donc, on a réalisé aussi qu'on pouvait, en insérant un gène d'un homme dans une plante ou dans un animal, arriver à faire exprimer par la plante ou par l'animal à qui on avait inséré le gène humain, de lui faire produire la protéine codée par le gène humain. Les recherches se multiplient autour de plantes capables de produire des protéines thérapeutiques. Le tabac, la luzerne ou le maïs sont ainsi testés depuis plusieurs années. Dans un laboratoire de Nancy, on a choisi une voie plus étonnante, celle des plantes carnivores qui deviendront peut-être de futures usines à médicaments. C'est le professeur Frédéric Bourgault, responsable scientifique du laboratoire, qui est le maître d'œuvre de cette innovation. Ici, on est dans une chambre de culture qu'on appelle un phytotron dans notre jargon scientifique. En fait, c'est une chambre climatisée qui nous permet de cultiver des plantes dans des conditions climatiques rigoureusement contrôlées. Et ici, on développe un programme de recherche qui porte sur la culture de plantes très particulières qui sont des plantes carnivores. Ces plantes carnivores dans la nature, elles sont capables d'attraper des insectes et de les digérer. Et ce qui leur sert à la fois de colle et de digesteur pour digérer ces insectes, en fait, ce sont des substances qu'on appelle des protéines. Et donc nous, on a eu l'idée il y a quelques années, il y a 5 ans de ça maintenant, d'utiliser ces mêmes plantes pour leur faire fabriquer des protéines, mais pas seulement les protéines qu'elles produisent naturellement, mais surtout en fait des protéines thérapeutiques humaines. Mais avant de recueillir les précieuses molécules, il faudra suivre un processus qui dure plusieurs mois. La première étape consiste à introduire un gène humain dans les chromosomes de la plante. On utilise pour cela une bactérie qui contient le gène à transmettre. Après avoir été blessées, les feuilles sont mises en contact avec la bactérie. Commence alors un long processus de régénération, où il s'agit d'obtenir une plante entière, une plante désormais transgénique. Si cette repousse a fonctionné au bout de quelques mois, la plante est capable de produire la protéine recherchée. La récolte peut commencer. Dans l'étape de purification, ce qui nous a fait choisir ce type de plante, c'est leur capacité à excréter, c'est-à-dire à faire sortir les protéines à la surface de leurs feuilles. Donc pour nous, c'était la garantie que justement la partie extraction serait facilitée puisque les plantes font presque le travail pour nous. Et on a pu voir qu'il y a en général à peu près une dizaine de protéines différentes seulement. En fait, 10 protéines, c'est pas beaucoup hein, dans un fluide biologique. Et on aura une protéine à séparer parmi 10 protéines préexistantes, donc une sur un total de 11. Et sur le plan des processus de purification, c'est moins compliqué que de purifier une protéine sur un millier, comme on aurait dû le faire par exemple si on avait produit dans une feuille de tabac ou dans un grain de maïs. C'est grâce à cette étape de purification simplifiée que l'utilisation des plantes carnivores permet de réduire les coûts de production. Le laboratoire travaille actuellement sur quelques protéines particulières comme l'interféron gamma, utilisé dans le traitement de certains cancers. Des dizaines d'autres applications sont possibles grâce à cette méthode. Il suffit à chaque fois d'introduire un gène différent selon la protéine recherchée. Un progrès qui ne doit toutefois pas faire oublier les risques liés à ces cultures d'organismes génétiquement modifiés. Là où le risque peut commencer
à exister et à augmenter, c'est lorsque je vais avoir mis ce morceau de gène dans une cellule ou dans ce qu'on appelle un organisme doué de réplication. Une bactérie se divise en deux, elle se réplique. Une cellule va se diviser en deux, elle se réplique. Si j'ai inséré dans cette cellule, dans cette bactérie, un gène, quand cet organisme réplicatif va lui-même se répliquer, il va me répliquer le morceau de gène que je lui ai inséré. Et c'est là que vous avez les risques de ce que l'on appelle la dissémination alors dans l'environnement. Si on faisait des cultures de ces plantes-là à ciel ouvert, un passant pourrait incidemment prélever des plantes, peut-être en absorber et se retrouver avec effectivement une dose de médicaments, de molécules qui sont très actives de manière fortuite. À côté de ce risque évidemment sanitaire pour les usagers, pour les hommes, il peut y avoir un risque de dissémination de ces plantes, mais encore une fois qu'on contrôle parfaitement en se plaçant dans des niveaux de confinement qui sont requis. C'est ce qu'on appelle des serres de niveau de confinement 2 qui permettent de mettre une barrière à la dissémination de pollen, de graines, voire aussi par l'intermédiaire d'insectes. On a des serres donc, qui sont, on qualifie à l'épreuve des insectes, c'est-à-dire que les insectes ne peuvent pas pénétrer parce qu'on a des filtres anti-insectes, ne peuvent pas sortir au cas où il y aurait des insectes qui se seraient développés à l'intérieur des serres. Donc on est vraiment dans des environnements qui sont le plus étanches possible au regard des risques potentiels liés à ces plantes. Les protéines thérapeutiques issues de cultures transgéniques sont parmi les plus chères du marché. Certaines molécules peuvent se vendre plusieurs centaines de milliers d'euros. Un enjeu économique de taille qui ne doit pas faire oublier le défi réglementaire consistant à réduire les risques liés à l'environnement et à la santé.